Bon, et bah pour une première saison d'endurance que je suis et surtout traite sur ma chaîne, ça a été un vrai plaisir et loin d'être de tout repos. On a regardé ensemble 2 courses en live, je crois, on avait fait les 2 premières il me semble. Je suis allé à 3 meetings, Portimao, le centenaire des 24 du Mans et la finale de la saison à Bahreïn. Et sinon j'ai regardé Fuji en replay, j'étais un petit peu occupé ce jour-là au même moment. Et puis Monza pareil, j'ai regardé en replay. En vrai ça a pas été facile de tout suivre malgré seulement 7 courses, ok. Il y avait la F1 évidemment en plus et d'autres projets, donc le temps devenait de plus en plus difficile à trouver, mais c'est tellement passionnant que finalement j'ai quand même tout regardé. Bon alors un peu comme en F1, il peut se passer plein de choses en course, mais à la fin c'est toujours Toyota qui gagne et ça a été le cas au championnat cette année. Mais Ferrari est venu jouer les troubles fêtes en remportant les 24 heures du Mans, 58 ans après leur dernière victoire. C'était aux environs, vous savez, Le Mans 66, le film, etc. C'était à peu près par là, leur dernière victoire. J'espère que ils mettront pas non plus 58 ans hein, avant de reprendre un titre mondial en F1, mais ça c'est une autre histoire. Cette année était la première vraie année des hypercars, comme j'aime le dire, avec un plateau bien fourni, mais c'était aussi la dernière des catégories GTE et LMP2 dans le championnat. Le championnat va continuer de prendre son virage moderne entre guillemets en 2024 avec l'arrivée des GT3 et la suppression des LMP2 à l'exception de la course des 24 heures du Mans, donc c'est pas tout à fait terminé. Bref, petit débrief ensemble de cette saison 2023 de WEC, histoire de prendre un petit peu plus de recul sur ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer à l'avenir, etc. Bref, voilà, on revient tranquillement dessus. On commence avec finalement mes GT préférés, les GTE. Quoique non, c'est plutôt les GT1, mes GT préférés, mais est-ce vraiment des GT? Vous avez 4 heures. Bref, grosse domination de la Corvette numéro 33, titillée et gênée quand même pas mal de fois par les Iron Dam. Mais ça n'a pas suffi car à Monza c'était déjà plié. Les 2 titres reviennent à l'écurie américaine pour cette dernière des GTE. Ça a été sans appel. L'histoire est quand même belle, hein, de toute manière. Les Iron Dam se sont battus jusqu'au bout, en remportant la dernière pole et la dernière victoire d'une GTE en WEC, amplement méritée. Et première d'un équipage 100% féminin, donc ça c'est pas rien non plus. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais on était dans leur stand au moment de franchir la ligne d'arrivée à Bahreïn, clairement un de mes moments préférés de cette année, je pense. Clairement, il y avait un truc palpable. On peut parler rapidement de Lilou Wadou, la française qui a un peu subi sa saison et son coéquipier surtout, hein, qui n'a pas manqué de placarder la voiture à plusieurs reprises, si je dis pas de bêtises. Sebring, c'est sûr, par exemple. Globalement, elle a manqué quand même de chance et de réussite avec son équipage. Ça en reste une P8 au championnat. Alors, ça l'a pas empêché de faire quand même des bonnes performances en tant que pilote individuel. Elle a pu faire aussi les rookie tests avec Ferrari pour rouler dans la 499P. À ce moment-là, j'espérais secrètement qu'elle fasse partie d'un équipage Ferrari hypercar l'année prochaine, mais finalement non. Virage à 90 degrés pour Lilou qui sera en Super GT au Japon au volant d'une 296 GT3 en catégorie GT300. Alors, je vous parle pas chinois, plutôt japonais du coup, mais pour faire vite, et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée à part entière parce que c'est zinzin, un peu comme les Américains, les Japonais ont des championnats de sport auto à eux qui sont très reconnus mondialement. On pense facilement à la Super Formula aujourd'hui, c'était un peu moins le cas avant quand même, mais là ça a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on a beaucoup de pilotes européens qui sont allés en Super Formula, mais il y a aussi le Super GT, équivalent du GT World Challenge à la japonaise, et c'est complètement fou. C'est un peu aussi du DTM mais puissance 10, c'est vraiment particulier. Bref, donc du coup Lilou va se retrouver dans ce championnat de Super GT et j'espère qu'elle nous reviendra quand même assez vite en WEC et au volant d'une hypercar peut-être. Donc les GTE laissent place au GT3. Visuellement il n'y a pas tant de différence que ça, c'est le même principe, on prend des voitures de sport, on fait du gros tuning avec et on en fait des bêtes de course pour faire des tours sur circuit. C'est juste que les GTE sont allés un petit peu trop loin dans le délire du tuning et du coup ça a coûté trop cher malheureusement et c'était une catégorie qui coûtait de plus en plus cher et beaucoup trop cher. Du coup en GT3 on commence petit à petit à avoir toutes les confirmations des constructeurs et des équipes qui seront au départ en février prochain au Qatar. On va donc retrouver Ford, BMW avec Valentino Rossi, oui, McLaren, Lamborghini et Lexus en plus de Porsche, Aston Martin, Corvette et Ferrari qui étaient déjà présents en GTE. Alors eux qui étaient déjà présents en GTE, ils vont juste changer de voiture. Hein. Ferrari, ils vont passer sur une 296 GT3, Porsche, ils vont passer sur une GT3 R. Voilà, c'est tout. L'année prochaine, on aura plus d'hypercars et plus de GT, donc plus trop la place pour les LMP2 et surtout, finalement, seulement 2 catégories à couvrir sur la même course.
Donc finalement plus simple pour tout le monde, pour les spectateurs, les commentateurs, enfin globalement on y gagne, sauf pour ceux qui adoraient le LMP2. Au final, on va avoir dose de spectacles en GT l'année prochaine, on a plein de voitures et de constructeurs différents avec des nouveaux pneus puisque la catégorie passe avec des pneus Goodyear. Donc ça va être assez intéressant de voir la différence et ça va être probablement très stylé. Officiellement, le LMP2 n'est pas un championnat mono-constructeur, mais avec le temps, tout le monde a basculé sur le meilleur combo châssis-moteur. C'est un peu comme le LMDH d'une certaine manière, qui là, en l'occurrence, est l'Oreca avec le moteur Gibson. Donc encore une fois, cette année, c'était à l'équipe qui comprenait et qui exploitait le mieux la voiture en piste, et avec la bonne paire de pilotes, qui se complétaient bien et qui faisaient du bon taf et surtout qui ne faisaient pas d'erreurs parce que ça se jouait finalement sur ceux qui faisaient des erreurs. C'est donc la WRT, grande équipe de sport auto, un peu l'équivalent d'un ART Grand Prix en F2, F3, etc. mais en GT cette fois-ci, à la base. Puis en fait, ils se sont agrandis. Et donc, c'est eux qui ont remporté le championnat avec le fameux Roro Kubica, qui aura dominé le peloton cette année au volant de la 41 avec Louis Delettra et Rui Andrade. Vous avez deux manières de connaître Kubica. Soit vous l'avez connu uniquement chez Williams avec une poubelle et vous comprenez pas pourquoi on avait mis et on avait pris ce mec qui avait qu'une seule main pour piloter, ce qui est un peu compliqué. Soit vous l'avez connu dans la fin des années 2000 quand il était chez BMW en Formule 1 avec un talent qui est absolument hors norme, digne des Vettel et des Hamilton. Et là-dessus, je ne rigole absolument pas. C'est dead serious, vraiment. Preuve en est qu'aujourd'hui, malgré son terrible accident en 2011, qui lui a valu son handicap justement, ça reste un top pilote. Bref, on a eu pas mal de batailles en piste, ça s'est fini parfois très proche pour la victoire en fin de course, à peine moins de 5 secondes, après des heures et des heures de course. C'est vous dire à quel point c'était à chaque fois assez tendu, mine de rien. On a eu pas mal de... Je trouve qu'on a eu pas mal de spectacles en LMP2, c'était vraiment cool. Ça s'est accroché, ça a fait tout ce qu'il fallait. Évidemment, on notera la très moyenne, si c'est pas mauvaise saison d'Alpine, mais c'était une saison en attendant l'arrivée de la 424 que j'ai vu rouler à Jerez, donc vidéo, je suis plus ici ou là. Mais pour ce qui est du LMP2, on va gentiment tourner la page, mais avec tous les enseignements de cette année, comme me le confiait Philippe Sino, on fait jamais quelque chose en se disant « Oh putain, c'était vraiment la pire année ». On tourne la page, on passe à autre chose. Non, tu regardes quand même ce que tu as fait et t'analyses et t'essaies de construire sur l'avenir. Il n'y a jamais de mauvaises années. Parlons aussi d'une autre Française, Doriane Pain, évidemment, qui avait bien commencé la saison avec une P2, alors pas avec une LMP2, avec une P2 sur le podium, la deuxième, d'accord. Mais au fur et à mesure, l'équipage et Prema a perdu le rythme. Et c'est pas que cet équipage chez Prema, puisque la seconde voiture est dernière, il me semble, au championnat. Donc ça a été vraiment complicado pour eux, ce qui est un peu bizarre. Alors on connaît pas encore avec certitude d'ailleurs le futur de Doriane, mais elle a commencé à rouler en F4 Asie pour débuter un petit peu en monoplace. Et on a des rumeurs grandissantes de la venue de la Française en F1 Academy l'année prochaine. Et si je devais mettre une petite pièce, ça m'étonnerait pas de la voir en rouge avec un écusson jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, elle aura seulement 20 ans l'année prochaine et pourtant on a l'impression qu'elle a déjà une carrière longue comme la dizaine de titres chez Ferrari, mais ça on va en reparler. Mais on va être honnête, sans parler du niveau de la F1 Academy, c'est un véritable coup de boost pour une carrière tellement ça va être surmédiatisé, je pense. Alors, est-ce que c'est le bon choix pour elle ? Oui, non, je sais pas, on en reparlera évidemment. C'était donc la dernière des LMP2 cette année, mais vous les reverrez donc aux 24 heures du Mans comme je vous l'ai dit. 15 places ont été réservées pour ces voitures pour l'épreuve Mancel, histoire d'avoir un petit peu plus de fou, et donc de rire un peu plus encore. Plus on est fou, plus on rit, c'est connu. Bon, on termine par le plus gros, les hypercars. Il y a pas mal de choses à débriefer. Globalement, peu de suspense sur l'issue, mais de l'espoir finalement à chaque course, ce qui est différent des années précédentes. Finalement, on a eu un petit peu plus de disputes dans le peloton plutôt que devant. Alors Toyota a tout raflé, sauf les 24 heures du Mans cette année, qui a été la propriété de Ferrari. Ferrari a été quand même présent et a donné un vrai coup de chaud à Toyota par rapport à d'habitude. Il n'y a qu'à Bahreïn où on savait que la Toy elle était lunaire, donc bon, c'était déjà plié, enfin voilà. De toute façon, les titres étaient déjà pliés, donc c'était terminé. On aura vu la Ferrari avoir de plus en plus de mal avec la voiture et surtout avec leurs problèmes de dégradation de pneus un peu trop importants pour tenir tête aux Japonais. Attends, mais en F1 aussi, ils ont eu des problèmes de dégradation de pneus. C'était As aussi, mais Ferrari, ils n'avaient pas des problèmes. Vous me direz en commentaire. Derrière, on a quand même eu une Cadillac, une Porsche, mais aussi une Peugeot qui sont montées sur le podium cette année. La Cadillac et son V8 infernal restent
Mon hypercar préféré pour le moment, c'est tellement fou. Vraiment, c'est tellement... Ça reste ma caisse préférée. Alors vous allez me dire, mais elle est passée où la Cadillac jaune? Parce qu'il y en a eu une à un moment donné. Alors il me semble que chez Cadillac, ils avaient prévu pour la jaune justement un double programme IMSA et WEC. Mais finalement ça a été trop contraignant et problème de pièces de rechange parce que la jaune elle s'est placardée dans le raidillon à Spa-Francorchamps et il y a aussi eu de la casse aux 24 heures du Mans. Bref, du coup, en fait, finalement, on était sûr d'avoir une seule Cadillac en WEC, c'était donc la bleue, et on va avoir une seule Cadillac en WEC l'année prochaine, comme cette année du coup, en espérant qu'on voit les deux autres Cadillacs qui sont engagés en IMSA venir faire les 24 heures du Mans et avoir du coup 3 de ces superbes machines dans la Sarthe. Voilà. Alors Porsche a bien fini la saison quand même, mais la voiture est loin d'être une réussite visiblement, et surtout, ce qui est difficile de comprendre, c'est comment le team Jota, qui a acheté une 963 en tant que client, arrive à mieux la faire rouler que l'équipe usine qui l'a développée, quoi. Alors, il y a un gros problème d'exploitation de la voiture chez Penske et c'est vraiment dommage, mais au global, la Porsche, elle est pour le moment assez loin du compte, malheureusement, malgré quelques magnifiques batailles de Kevin Estre. C'est pourtant la voiture qui a fait le plus de kilomètres en test avant de passer pour l'homologation. Donc à voir pour la suite donc, mais pour l'instant la 963 c'est pas une réussite quoi. La suite pour Peugeot elle se fera bien en WEC mais avec une nouvelle voiture, fini le concept de la 9X8 qui répondait à un début de réglementation mais dont la réglementation a un peu vrillé, a changé etc. et qui a tourné avant d'être figé, du coup ils se sont fait un peu avoir. C'est pas juste une histoire d'aileron arrière, c'est bien plus complexe que ça évidemment et on en fera une vidéo en début d'année prochaine tranquillement pour poser tout ça. C'est le concept global de la voiture qui fonctionne pas. Tu rajoutes un aileron arrière, ça fonctionne pas mieux, hein, je te le dis tout de suite. Un podium pour la 9X8 et quelques tours en tête des 24 heures du Mans à la régulière qu'on aurait adoré voir réussir bien plus, parce que ça reste une des plus belles voitures aussi, je trouve qu'il y a une vraie patte. Malheureusement, ça sera jamais le cas. Je reviens pas sur l'année catastrophique de Van Wall ou malheureusement de Glickenhaus qui n'a même pas fini le championnat et qui arrête le programme. À mon avis, il y a eu quelques disputes là-haut. C'était pourtant aussi un peu eux qui faisaient partie de cette idée fondatrice des hypercars en WEC, que c'était pas réservé que aux grands constructeurs, mais aussi à des constructeurs automobiles qui voulaient se lancer, qui voulaient faire des belles voitures, etc. C'est bien dommage de les voir partir. Bon, mais le plus gros problème qu'il faut adresser, je pense, c'est cette fameuse histoire de la BOP, donc de la balance de performance. C'est toujours un sujet qui est très sensible, que les pilotes et les équipes n'avaient pas le droit de critiquer cette année et c'était marqué noir sur blanc dans le règlement. Et je suis certain que les médias aussi... mollo quoi. Alors certains disent que la BOP a fait gagner volontairement Ferrari au Mans pour ensuite laisser un peu plus l'avantage à Toyota pour le championnat. Alors pour en avoir un peu discuté avec quelques personnes dans le paddock, qui comprennent un peu ce qui se passe en termes de bagnole, etc. Parce que bon, je suis pas ingénieur. La Ferrari avait l'air d'avoir déjà l'avantage avant la BOP au Mans. Et donc du coup, bon, quand ils se sont pris un coup de BOP Toyota au Mans, là ils ont commencé à tirer un peu la tronche. En fait, c'est toujours un concept qui est un peu bâtard, cette BOP, parce que en fait, il sera jamais juste. Et au mieux, il sera complètement injuste. Alors je trouve que en fait, le coup de la fenêtre de performance réglementaire en hypercar devrait justement permettre de se passer de la BOP, et ça ferait tout le charme de la catégorie, c'est-à-dire que tu as une fenêtre, globalement, de performance que tu dois atteindre, et puis certaines voitures seront mieux sur les circuits à haute vitesse, d'autres seront mieux sur des circuits un peu plus sinueux, etc. Et le but du jeu, c'est de faire le mieux dans tous les cas, et ça donnerait des batailles incroyables. Ou alors, quitte à utiliser une BOP, autant faire comme en IMSA et assumer que ça va chercher dans le spectacle et le divertissement. Globalement, en IMSA, toutes les voitures ont gagné une fois en GTP, c'était en mode « les gars, on se calme tous, tout le monde va avoir une coupe à un moment donné, tout va bien se passer ». Ça a donné un championnat hyper disputé, un peu fou d'après ce que j'ai vu, hein, mais c'est un show à l'américaine qui est assumé, qu'on aurait peut-être plus de mal à admettre en Europe. Alors du coup, ça fout un peu le bordel sur la réponse à la question « est-ce qu'une LMDH est plus lente qu'une LMH ?» Et honnêtement, la BOP n'a jamais vraiment avantagé une LMDH en WEC cette année, ou du moins pas assez. Bref, avec du recul, je dirais que oui, une LMDH me paraît plus lent qu'une LMH, mais pas sûr, il y a une fenêtre de perfo à respecter, quoi. Enfin bref, en fait, il y a plus de liberté en LMH, plus de risques du coup, mais clairement plus de performance peut-être à aller trouver. Là où en LMDH, on a beaucoup plus de contraintes, mais où on a aussi de la liberté de développement, évidemment, un minimum. Si vous regardez, les LMDH sont toutes assez proches les unes des autres, mais toujours un petit peu loin, finalement, des LMH. Ou carrément devant, quand on parle de la Van Wall, par exemple. Et la Peugeot, elle se retrouvait dans
dans le groupe des LMDH au final, et pourtant c'est une caisse qui est ratée. Alors ça reste mon ressenti, hein, les LMDH sont grandement plébiscités par les constructeurs, et pour preuve, en 2024, on aura une grande majorité de LMDH en WEC, contre une plus petite minorité de LMH, et surtout, toujours aucun constructeur ne veut venir en IMSA avec sa LMH. Donc oui, l'année prochaine, on va avoir plein de constructeurs en hypercar en WEC, c'est absolument génial, mais le grand danger de l'année prochaine, ça risque d'être pas le Rototo, mais la BOP. Mais le grand danger de l'année prochaine, ça risque d'être la BOP. Si on instaure un budget cap pour tout le monde, en plus de l'homologation, comme je vous en ai parlé, entre LMH et LMDH, on peut trouver un peloton un peu équilibré sans avoir forcément recours à la BOP. Là, on a vraiment le cul entre deux chaises, on est proche peut-être de faire des bêtises, à faire cette histoire de BOP où on ne sait pas ce qui se passe, etc. Mais proche aussi de vraiment réussir à avoir un championnat absolument fabuleux et qui puisse amener beaucoup de spectateurs sur les courses, parce que l'année prochaine, c'est la vraie année décisive pour le WEC, pour que ça redevienne un sport incroyable et vraiment de manière hyper internationale, que ça déchaîne les foules. Et alors, je peux que vous recommander d'aller sur des courses de WEC, l'ambiance est ultra détendue. Il y a pour le moment moins de monde, sauf aux 24 heures du Mans où je trouve qu'il y avait vraiment trop de monde pour le coup. Mais tout est plus accessible et alors les différents sons moteurs et les beautés des voitures, etc. c'est absolument fou. Ça ne coûte absolument rien par rapport à des billets en F1. Donc vous pouvez aller à Portimao, vous pouvez aller à Imola, etc. Ça vous fait un grand week-end ou une semaine de vacances en Italie par exemple. Et vous payez un petit billet juste pour aller voir du WEC, mais c'est fou, c'est incroyable. Vous venez pour visiter l'Italie et voir du WEC et vous avez encore du pognon. En F1, tu viens pas, hein. Tu viens, tu te fais saigner et puis tu repars. Par manque de temps, j'ai pas regardé l'IMSA cette année, mais ça avait l'air fou, vraiment. Et j'avoue que l'année prochaine, je m'y tenterai bien pour le coup, en plus du WEC. Alors je sais pas comment je vais faire, hein, parce qu'avec la F1, le WEC, l'IMSA, etc., ça va être chaud de tout regarder quand même. Ça fait beaucoup là, non? Bref, on a vécu une belle saison 2023 de WEC qui donne une véritable envie d'y retourner l'année prochaine, comme les cuillères d'Etchebest qui vient prendre un plat là, et on a envie d'y retourner pour raconter encore plus de belles histoires. Alors contrairement à la F1, où les stars, ce sont les pilotes, en WEC, les stars, ce sont les voitures. Et je trouve ça passionnant. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop comparer les deux. Et quand vous comprenez que les vraies stars, c'est les caisses, et que les caisses, elles sont exceptionnelles, reconnaissables et tout, j'ai hâte.